faut tenir ça, comme ça. Okay. Merci Olivier. Donc l'exposé que je vais vous faire ce soir traite du travail qu'on a effectué à l'Institut Pasteur de Bangui. Alors en fait en matière de paludisme, le laboratoire d'études de la chimiosensibilité est tout récent. Il a été mis en place en 2002. Et donc on va voir comment l'Institut Pasteur de Bangui a travaillé en appui technique au programme national de lutte contre le paludisme en Centrafrique. Alors tout d'abord sur la politique en matière de traitement antipaludique, une définition, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'ensemble des recommandations, des réglementations qui sont relatives à la disponibilité et à l'utilisation rationnelle des antipaludiques. Ces recommandations, elles doivent être fondées sur des faits avérés, c'est-à-dire des résultats scientifiques, qui permettent après d'élaborer une politique. Et cette politique constitue un ensemble de directives claires en vue d'un traitement sans délai adapté à la situation locale. Donc là, c'est plus du domaine politique et ça ne nous appartient plus. Les objectifs, c'est de permettre à la population exposée au risque d'infection palustre, donc de bénéficier de médicaments sans danger, de bonne qualité, efficaces, abordables et acceptables. Ça fait beaucoup de choses et c'est souvent difficile de concilier tout ça. Le but, c'est de réduire la mortalité, la morbidité, chez les femmes enceintes, réduire l'incidence des infections placentaires et des anémies maternelles, et bien sûr de réduire au minimum les chances d'apparition d'une résistance aux antipaludiques. Voilà, j'en ai fini pour l'introduction. Nous allons attaquer la Centrafrique. Donc, dans la Centrafrique, comme son nom l'indique, est situé au centre de l'Afrique. Donc c'est un pays enclavé, qui est a priori plus grand que Madagascar. Il est entouré au sud de la RDC, à l'ouest du Cameroun, au nord du Tchad et du Soudan. La capitale, c'est Bangui et se situe donc à la frontière avec la RDC, au bord de l'Ubangui. Bon, rapidement, je vous dresse un tableau de la Centrafrique. Donc, son climat du nord au sud, il est de tropical à tendance sahélienne, tropical soudano-guinéen, subtropical. La population, c'est un pays très peu peuplé, avec 3,5 millions d'habitants. 40% de ses habitants sont en zone urbaine. Bangui, la capitale, compte environ 600 000 habitants. Et les principaux problèmes de santé publique en RCA, c'est le VIH, la tuberculose et le paludisme. Je vous donne quelques indications. Le PNB par habitant qui est très faible, 300 dollars US dollars. Le poids de la dette, environ 900 millions de dollars. Ensuite, au niveau de l'état de santé, l'espérance de vie est quand même assez faible. Chez les femmes, 51 ans, chez les hommes, 47 ans. C'est essentiellement dû à l'épidémie VIH, puisque la prévalence du VIH en 2002 a été estimée à 15%, avec dans des tranches d'âge, je ne vais pas m'étaler sur le VIH, mais avec des tranches d'âge, dans la tranche d'âge 25-35 ans, ça monte jusqu'à 25%. Ce qui est important aussi de voir, c'est le taux de mortalité chez les enfants, qui est très élevé, 157 pour 1000. Alors on va parler quand même du paludisme. Brièvement, les quelques chiffres qu'on a sur le paludisme en RCA, c'est une des premières causes de morbidité et de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est tiré d'un rapport de l'UNICEF, MIX 2000. La prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est de 32% environ, et elle est supérieure à celle qui avait été trouvée en 96. Et enfin, dans un article publié par un médecin du complexe pédiatrique de Bangui, le paludisme est un facteur causal direct ou indirect de près de 40% des hospitalisations et il est responsable d'environ 20% de décès. Alors je vais vous parler de l'évolution donc de la résistance essentiellement à la chloroquine.
Donc le premier cas de résistance en RCA a été décrit en 1983, c'était chez un expatrié américain qui était sous chimioprophylaxie à la chloroquine. Ensuite, il y a eu une série d'enquêtes qui ont été menées entre 84 et 86, où on a trouvé que les aminocalquinoléines avaient une efficacité satisfaisante par rapport aux pays frontaliers. Et quelques tests in vitro, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est ridicule. C'est une dizaine d'isolats à peu près qui ont été testés, et aucune souche n'était résistante en 1985. Merde. Ensuite, en 1987, on a décrit le premier cas de résistance à l'association sulfadoxine pyrimétamine. Et la surveillance s'est faite petit à petit avec des tests in vivo dans différentes villes de province. On a trouvé des échecs à la chloroquine inférieurs à 20%. Les recommandations en 1990 du programme national de lutte, c'était traitement de première intention, la chloroquine, traitement de deuxième intention, la quinine, ou l'association SP ou la modiaquine. Donc l'évolution a été très lente de la chloroquinorésistance, puisqu'en 95 on avait 12%, 94 on avait 12% de résistance à la chloroquine à Bangui, environ 17% en 95. Par contre l'association SP reste efficace à 100%. Et les derniers résultats que l'on a datent de 1998, en fait c'est une publication de 99, où on avait trouvé à partir de tests in vivo, 38% d'échecs à la chloroquine à Bangui et entre 12 et 23% d'échecs thérapeutiques à la chloroquine dans les villes de province. Et depuis 1998, on n'a aucune donnée. Donc notre rôle qu'on s'est donné à l'Institut Pasteur, ça a été tout d'abord d'actualiser les connaissances et faire une mise à jour des données concernant l'efficacité en fait du traitement de première intention qui était la chloroquine, l'efficacité de la modiaquine et de l'association SP. Donc ça a été réalisé en 2002. Alors je vous représente maintenant Bangui. Donc Bangui c'est pas très grand, le centre-ville il est à peu près là. Là vous avez le Bangui, la rivière, de l'autre côté, bon c'est pas Zaïre, c'est RDC, mais ça date un peu. Et donc l'Institut Pasteur est là. Donc pour évaluer l'efficacité de ces trois molécules, on a travaillé avec 3 centres de santé urbains, Boirab, donc qui se trouve un petit peu au nord, Foyer de Charité à l'ouest, côté de l'aéroport, et au nord, Bégois. Donc nous avons suivi le protocole OMS 2001, on a suivi les enfants pendant 14 jours, donc je passe rapidement sur les critères d'inclusion que tout le monde connaît, hein, c'est les enfants de moins de 5 ans, etc. etc. Et donc on a donné, il y avait 3 bras thérapeutiques, un bras avec la chloroquine, un bras avec SP et un bras avec la modiaquine. La classification, c'est la classification classique avec échec thérapeutique précoce, tardif, ou une réponse clinique adéquate, avec une subdivision de la réponse clinique adéquate si on a des échecs parasitologiques tardifs. Alors, comme résultat, on a inclus 141 enfants, 8 ont été exclus, 4 ont été perdus de vue, et au total, on a eu 129 enfants qui ont été suivis pendant 14 jours. Et donc, les résultats à retenir, c'est 40,9% d'échecs à la chloroquine, 20% d'échecs à la modiaquine, 22,8%, 23% d'échecs à l'association SP. Alors, en fait, ces résultats à la chloroquine ne nous ont pas vraiment étonnés puisque ça a confirmé les données précédentes. Et si on regarde un petit peu dans la littérature, ce qui est dit, les facteurs incriminés de cette chloroquinorésistance peuvent être dus à la pression médicamenteuse. C'est vrai que c'est un médicament qui est largement utilisé, souvent mal utilisé, souvent sous-dosé. Et il y a également aussi une particularité, c'est les mouvements de population, avec d'une part l'exode rural, mais surtout, je pense, les migrants du Rwanda et de RDC en 94 et 96, qui ont peut-être amené des parasites résistants.
En ce qui concerne la modiakine et l'ASP en monothérapie, on a conclu qu'on avait une proportion d'échecs beaucoup trop élevée. Donc si on regarde le guide OMS, qui préconise qu'on doit abandonner un traitement quand on a un pourcentage d'échecs supérieur à 25%, ce qui était le cas avec la chloroquine. Donc la conclusion de cette étude, ça a été de ne plus utiliser la chloroquine dans le traitement de première intention du paludisme. Mais prendre ce genre de décision, c'est bien gentil, mais il faut encore proposer une solution remplaçante. Et les seules alternatives qui étaient envisageables avec les antipaludiques disponibles à ce moment-là, en fait, on avait la combinaison chloroquine-SP ou amodiaquine-SP. On n'avait pas d'autres alternatives. Donc, nous avons évalué, toujours par une enquête in vivo, l'efficacité des combinaisons. Donc, je vous présente Bangui, maintenant vous connaissez. Donc, on a travaillé dans 2 centres de santé, Boirab et Bégois. Les traitements proposés, donc c'était toujours le protocole de l'OMS 2001. Donc, les traitements proposés, c'est les 2 combinaisons possibles. On a inclus en tout 69 enfants et 60 enfants ont été suivis pendant 14 jours. Dans le bras amodiaquine SP, on avait inclus que 18 enfants. Vous allez me dire que c'est très peu, mais vous allez comprendre, en fait, ça complétait une étude qui avait déjà été effectuée par le programme national de lutte auparavant. Et dans le bras chloroquine SP, on a inclus 42 enfants. Au total, pour la modiaquine SP, aucun échec. Pour la chloroquine SP, on avait 7,2% d'échecs. Bon, première conclusion, ça a été que les combinaisons étaient plus efficaces que les monothérapies. Ça, c'était pas étonnant. Deuxième chose, c'est que la combinaison amodiaquine-SP était la plus efficace. Et donc, comme je vous le disais, ça confirmait une étude qui avait été effectuée en février-mars 2003 par le programme national de lutte, qui avait inclus 62 enfants et ils avaient trouvé le même résultat avec 100% d'efficacité. Ils avaient eu simplement un échec parasitologique tardif. Donc, en conclusion, après réunion et consultation des résultats, la combinaison amodiaquine-SP a été retenue comme traitement de première intention, mais en traitement provisoire, intérimaire, en attendant que les RCT soient disponibles. Pourquoi? Parce que ça nous est apparu le traitement plus efficace avec les médicaments disponibles, que son coût restait quand même modéré. Bon, j'ai fait une comparaison avec par rapport à la chloroquine, donc cette combinaison est 3 fois plus chère que la chloroquine, mais la quinine est 9 fois plus chère que la chloroquine, et les autres molécules sont de 10 à 20 fois plus chères que la chloroquine. Donc ça restait un traitement de coût assez modéré, et au niveau de l'inocuité, on n'avait pas d'effet secondaire, on avait une bonne tolérance. Alors, bien sûr, en fait, on a travaillé, ces études-là ont été faites dans l'urgence, puisqu'il a fallu rapidement proposer une nouvelle molécule en remplacement de la chloroquine. Donc, l'idée qu'on a eue, enfin, qu'on s'est fixé à l'Institut Pasteur, ça a été de mettre en place un laboratoire d'études de la chino-résistance des isolats, de façon à prévoir et suivre l'évolution des résistances et ne pas être pris au dépourvu, pouvoir planifier après un changement de traitement de première intention. Donc là, je vous montre une étude qui a été effectuée l'année dernière, entre mars et juillet 2004. Donc l'idée, c'était de déterminer la chimiosensibilité des isolats vis-à-vis de différents antipaludiques. Tout d'abord, ceux qui étaient utilisés couramment en thérapeutique, c'est-à-dire la chloroquine, la modiakine, la quinine, la pyrimétamine. Ceux qui allaient être utilisés prochainement, à savoir donc les dérivés de l'artémisinine et la lofentrine. Donc en fait, on a testé la lofentrine parce que je ne disposais pas de poudre de luméfantrine. Et ensuite, on a testé aussi les molécules qui étaient utilisées en prophylaxie, la méfloquine, la tobacone et la doxycycline.
Et on a également regardé s'il y avait des résistances croisées, parce que ce type de technique permet d'interpréter plus ou moins les résistances croisées, comme on verra. Je ne vous représente plus Dongy, là. Donc là, on a essayé d'être le plus représentatif possible. On a poussé à 4 centres de santé. Donc Wango ici, la Panga, Borap toujours, et Gobongo au nord. Alors en fait étaient inclus les sujets symptomatiques présentant une parasitémie supérieure à 0,1%, et ces gens-là ont été traités par l'association amodiaquine Fantida. Donc on a testé 8 molécules. On a testé la monodéséthylamodiaquine parce que c'est le métabolite actif de l'amodiaquine, et pareil pour la déhydroartémisinine, c'est le métabolite actif des dérivés d'artémisinine. Alors on a suivi la technique classique du microtest isotopique, on a suivi les recommandations du groupe PAL+, c'est-à-dire de mettre en culture les isolats en présence de l'antipaludique pendant 42 heures à 37 degrés, sous 5% de CO2. On a utilisé des souches de référence comme contrôle de qualité, et donc on a mesuré les concentrations inhibitrices 50, c'est-à-dire la concentration d'antipaludique qui inhibe 50% de la pousse des parasites. Alors au total, on a reçu 381 échantillons et seulement 189 avaient répondaient aux critères d'inclusion avec une densité parasitaire supérieure à 0,1%. Alors je ne sais pas si on voit bien le tableau. Donc ça c'est le résultat donc, du travail. Donc ici vous avez les molécules. Là le nombre d'isolats qu'on a reçus. Là le nombre de tests réussi. À ce niveau-là, la moyenne des CI50. Donc pour la chloroquine, on avait une moyenne de 102 nanomolaires. Pour la modiaquine, 37, etc., etc. Et à côté, c'est le pourcentage de souches d'isolats résistants en se basant sur les données de la littérature qui fixent des seuils de CI50 pour lesquels une souche est considérée résistante. Donc, par exemple, pour la chloroquine, si la CI50 est au-dessus de 100 nanomolaires, on considère que la souche est résistante. Donc là, on avait 37% de souches résistantes à la chloroquine. Donc en fait, on avait une bonne corrélation avec les résultats des études in vivo. Au niveau de la modiaquine, on avait 16%, même chose, on avait trouvé 20% de résistance in vivo. Pas de souche résistante à la quinine, 2% à la méfloquine, 4% à la lofentrine, 4% à la théovacone et 83% de souches résistantes à la pyrimétamine, et qui n'explore qu'une partie de l'association SP. Pour la toxicité, en fait, on n'a pas de seuil, donc on avait estimé une concentration inhibitrice 50 moyenne de 2500 nanomolaires. Ensuite, le deuxième tableau, c'est pour un peu étudier les résistances croisées. C'est-à-dire qu'on a comparé la moyenne des CI50 entre les souches qui sont sensibles à la chloroquine et les souches qui sont résistantes à la chloroquine. Et ce qui sortait, c'est qu'on avait une différence significative de CI50 pour la modiaquine. On avait une CI50 moyenne de 23 pour les souches sensibles à la chloroquine, et là une moyenne pour les souches résistantes à la chloroquine de 63. Même chose au niveau de la quinine, où on avait une différence entre les souches chloroquinéo-sensibles et les souches chloroquinéo-résistantes, avec des CI50 beaucoup plus élevés. Donc, ces résultats traduisent un phénomène de résistance croisée, c'est-à-dire que si une souche est résistante à la chloroquine, elle a plus de risque d'être résistante à la modiaquine ou à la quinine. Donc le fait d'utiliser de la chloroquine n'entraîne pas simplement une augmentation de la résistance à la chloroquine, mais également à d'autres molécules. Là, ça traduit la même chose, où en fait on établit un coefficient de corrélation des CI50 entre deux drogues, et là, ça ressortait bien, la chloroquine, l'augmentation des CI50 de la chloroquine était corrélée avec l'augmentation des CI50 à la modiaquine, et c'était significativement corrélé. Bon, les autres sont moins importantes. Alors,
fin de compte, donc on a eu, pour la chloroquine, on avait trouvé donc, une bonne corrélation avec les tests in vivo et des résultats semblables à ce qui était trouvé en Afrique centrale, en particulier au Gabon et au Cameroun. Ensuite, donc, on a mis en évidence la résistance croisée entre chloroquine amodiaquine et chloroquine quinine. L'explication, ça aussi, ça a été confirmé dans d'autres études, l'explication, c'est des similarités de structure chimique. Mais c'est très difficile à interpréter des résistances croisées. Au niveau de la quinine, donc on a observé aucun isolat résistant à la quinine, donc c'est tout à fait adapté au traitement du palud sévère, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'hypervitamine, donc on a eu des concentrations des CD50 élevées, avec, on a vu 83% de souches résistantes. L'explication est simple, c'est la résistance se développe très rapidement, puisqu'il suffit de 1 à 2 mutations pour que la souche devienne résistante. Et l'association SP est très largement utilisée. Et l'autre explication aussi, c'est l'utilisation très large du cotrimoxazole, qui est un analogue en fait de l'ASP, et qui est utilisé en prophylaxie chez les séropositifs, en prophylaxie d'infections porciniques, et qui est aussi largement utilisé dans le traitement des infections respiratoires chez les enfants. En ce qui concerne la dihydroartémisinine, donc on avait des CI50 qui étaient tout à fait semblables à ce qu'on trouvait en Afrique, et bien sûr elles étaient plus basses que ce qui est décrit en Asie. Et ce qui est important aussi, c'est que les dérivés de l'artémisinine étaient aussi efficaces sur les souches chloroquino-résistantes que sur les souches chloroquino-résistantes. Alors en fait, l'idée c'était comme l'ACT qui doit être utilisé en première intention dans les prochaines années, c'est le Coartem. Et le Coartem, c'est une association d'artéméter à l'unéfentrine. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de tester la lunéfentrine. Mais j'ai pas pu obtenir la poudre. Donc, en fait, on a testé l'allofentrine, qui a une structure très semblable. C'est un aminoalcool. Et en fait, j'ai eu quelques problèmes techniques avec cette molécule, où j'ai eu très peu de tests qui ont marché. Le résultat final, ça a été de trouver 4% de souches résistantes, ce qui est pareil au Cameroun, et même plus bas que ce qui est trouvé au Gabon ou au Burkina. Ensuite, la mefloquine et l'atovacone, la doxycycline sont des molécules qui sont utilisées en prophylaxie. C'est pas trop le problème, parce que la Centrafrique n'était pas vraiment un pays de destination de tourisme. J'avais testé en fait la doxycycline parce que c'est une prophylaxie qui est utilisée par les militaires français qui sont stationnés à Bangui. Dernière information, c'est qu'on n'a pas trouvé de souches multirésistantes, c'est-à-dire de souches résistantes à plus de 3 antibiotiques. Donc en conclusion, c'est que ces résultats ont confirmé ce qu'on avait trouvé dans les études in vivo, qu'il était bien sûr nécessaire d'abandonner la chloroquine, d'utiliser l'association amodiaquine-SP comme traitement intermédiaire et de passer le plus rapidement possible aux ACT. Comme on l'a vu, la dihydroartémisinine est très efficace. Pour finir, le message le plus important, c'est que j'ai eu l'impression de travailler dans l'urgence parfois, et je crois que ce qui est important, c'est de mettre en place une collaboration technique entre des compétences techniques et des compétences politiques pour mettre en place un système de surveillance qui permet régulièrement d'évaluer l'évolution de la résistance. Et on a des tests qui sont tout à fait adaptés à ça, les tests in vitro d'une part, et les marqueurs de résistance. Donc l'idée c'est de mettre en place des sites sentinelles à Bangui, et si les choses le permettent, parce qu'après se déplacer dans l'intérieur du pays c'est très compliqué à cause de problèmes de sécurité, mais au moins essayer d'avoir des renseignements sur ce qui se passe dans le reste du pays, parce que là on n'a aucune information. Et je pense que le plus intéressant, ça serait de voir au moins la prévalence des marqueurs de résistance, puisque les prélèvements sont faciles à conserver sur papier filtre. Voilà, et tout ça, ça permettrait de mettre à jour
facilement, dans la tranquillité, planifier les choses, de mettre à jour la politique en matière de traitement antipolitique par le programme national de lutte. Dernière diapo, c'est vraiment des résultats partiels, hein, puisque tout le travail n'est pas terminé. Donc pour compléter les données sur la résistance, on a étudié la prévalence donc, des marqueurs moléculaires. Donc j'ai des résultats pour PSCRT et PFMDR, donc je vais vous présenter. Donc PSCRT, donc on a utilisé une technique PCR, NetStat PCR et RFLP. Donc cette technique-là, vous pouvez la trouver sur Internet, sur le site de c'est Maryland, je crois. Donc on a regardé au niveau du gène CRT, les codons 72, 74, 75 et 76. 76 donc qui est très important et qui est très impliqué dans la résistance à la chloroquine. Et au soulagement, au niveau, j'ai trouvé, ça c'est l'acide aminé, et là c'est soit un mélange, soit sauvage, soit muté. Et j'ai trouvé 42% de muté en 76, ce qui est tout à fait conforme à ce que j'avais trouvé in vitro. Autre résultat, c'est au niveau du codon 72, quasiment toutes les souches sont mutées. 75, c'était la même chose, 87% de souches mutées. Et 74-76 ont à peu près les mêmes niveaux, 45% et 42%. Pour PFMDR, au niveau du codon 86, je n'ai trouvé que 11% de souches mutées. Certainement du fait qu'il n'y ait pas énormément de pression médicamenteuse en dehors de l'utilisation de la chloroquine. Et j'ai regardé au niveau du codon 1246, je ne sais pas très bien ce qu'il vaut ce codon, et on a à peu près le même niveau avec cette variable. Pour finir, là j'ai un petit peu classé les souches, et bon, en extrapolant, parce que c'est une technique RFFP, donc déterminer les haplotypes, c'est de l'extrapolation. Mais en gros, un tiers des souches sont mutées en 72 et en 75, et j'ai quand même un tiers des souches qui ont les 4 mutations. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Ce sera pour une autre fois.